Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un mardi destination, un nouveau format. Donc qu'on a eu l'idée d'avoir il y a quelques jours. Donc c'est l'essentiel de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on va faire Anaïs va nous présenter trois destinations. Donc l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Namibie. Je laisse la parole à Anaïs qui va nous présenter cette superbe zone géographique. Merci Sergio, bonjour à tous. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'Afrique, comme vous l'avez compris, c'est une terre de diversité. Tout d'abord, pourquoi choisir l'Afrique pour un voyage? Parce que c'est un continent qui est très divers, que ce soit de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien, du désert du Sahara jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. On peut vraiment découvrir une multitude de paysages, de cultures et de traditions qui sont influencées par l'histoire notamment du continent. On peut aussi découvrir une richesse humaine et une diversité naturelle assez extraordinaire. On peut y voir, du coup, évidemment, la faune qui est très connue en Afrique, mais aussi tous les paysages qu'on peut découvrir là-bas, que ce soit de la jungle, des chutes d'eau, des plaines, des plages de sable blanc ou encore des déserts. C'est vraiment un continent qui regorge de merveilles et de petites pépites. Un voyage en Afrique, c'est vraiment une expérience de vie et ça nous permet aussi de garder les pieds sur terre pour découvrir d'autres modes de vie. Alors, je vais commencer par vous expliquer les caractéristiques entre 5 destinations qui sont disponibles sur notre plateforme Worldia, puisque il peut y avoir des clients qui viennent vous voir et qui vous demandent un safari en Afrique, mais il faut savoir qu'un safari en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya, au Botswana ou en Namibie, c'est complètement différent. Alors tout d'abord, l'Afrique du Sud, c'est une destination qui est assez bien pour une première fois en Afrique, parce que c'est un pays qui est développé de par son histoire et sa culture. C'est un pays qui est aussi adapté pour les safaris en famille. On peut aussi, en plus des safaris, faire des découvertes culturelles et historiques, donc visiter des musées, visiter les prisons de Nelson Mandela par exemple. Et on a aussi la fameuse route des jardins, qui est constituée de nombreux vignobles. Donc pour les Européens et surtout pour les Français qui sont très friands de vin, c'est une destination parfaite. Et en plus de ça, en Afrique du Sud, on a pas seulement les Big Five, mais on a les Big Seven. Alors les Big Five, c'est les 5 grands animaux qu'on voit, qu'on souhaite voir pendant les safaris. Donc les lions, les buffles, l'éléphant, le rhinocéros et le léopard. Et en Afrique du Sud, on dit les Big Seven parce qu'on peut aussi voir les grands requins blancs et la baleine. Ensuite, on a aussi la Tanzanie, qui est une destination de rêve pour les safaris. C'est une destination qui attire de plus en plus de touristes tous les ans depuis le Covid. On peut aussi y trouver la culture des tribus. Il y a plus de 120 tribus en Tanzanie, dont les Maasai. Et c'est aussi une destination adaptée pour tous les sportifs et les plus courageux d'entre nous qui souhaitent faire l'ascension du mont Kilimandjaro. Alors, le mont Kilimandjaro, c'est le sommet de l'Afrique. C'est le point le plus haut en Afrique. Et en Tanzanie, on peut aussi avoir toute la partie balnéaire et culturelle de Zanzibar. Donc, après avoir fait une semaine de safari, on peut aller se poser et se relaxer un petit peu sur les plages de sable blanc de l'île aux épices. Ensuite, le Kenya. Alors, le Kenya et la Tanzanie sont souvent vus comme des frères et sœurs. Et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est que c'est des destinations qui se ressemblent assez. Mais le Kenya reste quand même une destination un peu plus abordable, entre guillemets, en termes de safari que la Tanzanie. Et c'est aussi une destination, évidemment, on peut voir tous les animaux, où on peut voir aussi la culture Maasai. Et il y a aussi une partie balnéaire sur la côte kenyane, donc du côté de Mombasa. Donc c'est aussi une destination avec un voyage qui peut être complet. Et ensuite, on a aussi le Botswana. Alors là, ce sont des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour faire un safari au Botswana, on fait ce qu'on appelle du fly-in safari, c'est-à-dire que tous les transferts entre les étapes sont faits en avion. Pour plusieurs raisons. Déjà par rapport aux distances, parce que le Botswana, c'est un pays qui est vraiment très grand. Et puis les routes ne sont pas forcément adaptées pour faire le transport par la route.
Et en plus de ça, il y a des zones qui sont inondables. Par exemple, le delta de l'Okavango, c'est une zone inondable, comme on peut voir sur la photo. Et donc, forcément, c'est compliqué, c'est pas accessible par la route en fonction des saisons. Et c'est aussi une destination à panier moyen élevé parce que les hébergements sont des hébergements de luxe. Il y en a très peu. C'est vraiment des hébergements assez exclusifs, ce qui fait que forcément la rareté fait que le prix augmente. Et c'est aussi une destination avec une diversité de paysages assez incroyable, puisqu'on a les plaines du delta de l'Okavango qui sont inondables. On a ensuite le désert, comme le désert du Kalahari. Et on a aussi des forêts et de la jungle au Botswana. Et avec la frontière avec le Zimbabwe, on peut aussi arriver jusqu'aux chutes Victoria. Et enfin, la dernière destination que je vous présente, c'est la Namibie. C'est une destination adaptée et idéale pour les autotours. Et c'est aussi une destination incroyable pour tous les paysages qu'on peut voir là-bas qui sont à couper le souffle. Il y a plusieurs déserts et vous verrez que en fait, nous, quand on a l'image d'un désert, on a toujours la même image, mais en Namibie, vraiment, il y a deux déserts et les déserts sont complètement différents. Et on a aussi le parc d'Etosha avec les safaris qu'on peut faire sur place. Ensuite, pourquoi l'Afrique avec Worldia ? Tout simplement parce que sur notre plateforme, vous pouvez créer des devis avec plusieurs étapes et vous pouvez les modifier, donc rajouter, enlever des nuits. Nous, notre travail, c'est aussi de vous proposer des itinéraires classiques et hors des sentiers battus que vous pouvez personnaliser en fonction des envies, des besoins et surtout du budget des clients. Et on vous aide d'une certaine façon à conseiller les clients pour réaliser le voyage de leurs rêves. Ensuite, c'est aussi des prestations pour lesquelles on est garant de la qualité pour toutes les prestations qui sont en sélection chez nous, donc tous les hébergements en sélection et les activités aussi. On sélectionne avec précaution nos partenaires qui sont spécialistes et qui sont sur place. Et donc, ce qui nous garantit une sécurité et une fiabilité des prestations qu'on propose. On a aussi une offre qui est assez diverse. Ça s'adresse à tout type de voyage et surtout à tous les budgets, donc que ce soit du safari, du trek ou encore des voyages balnéaires. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez évidemment vous adresser à nos experts destination chez nous qui répondront à vos questions et qui vous aideront au mieux pour répondre aux demandes des clients. Ensuite, on va faire un petit focus sur 3 destinations en Afrique. Et on va commencer évidemment par l'Afrique du Sud, qui est une destination adaptée pour un premier voyage en Afrique. Alors, de son surnom, la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, c'est vraiment un pays avec une diversité incroyable, que ce soit des paysages comme le Blythe River Canyon qu'on voit sur la première photo en haut, ou encore des grandes villes comme Johannesburg ou le Cap, avec une culture aussi qui est assez forte de par son histoire. Avec évidemment l'apartheid, on peut visiter le musée de l'apartheid à Johannesburg. On peut aussi visiter au Cap, le Cap de Bonne-Espérance. Il y a pas mal de musées dans la ville du Cap. Et aussi, évidemment, c'est une destination pour les safaris. Donc là, il y a des safaris du côté du parc Kruger, mais il y en a aussi un peu partout. Il y a des réserves privées un peu partout dans le pays. Et enfin, il y a, en fonction des régions, il y a aussi une culture et une histoire différente. Par exemple, le KwaZulu-Natal, qui se situe à l'est du pays, a une histoire très forte avec le peuple zoulou. Et on peut encore aujourd'hui découvrir leur culture. Alors, en termes de géographie, l'Afrique du Sud, évidemment, ça se situe, comme son nom l'indique, au sud de l'Afrique. On peut voir sur la carte que les distances sont assez grandes. L'Afrique du Sud est plus grand que la France. On peut commencer un voyage, par exemple, dans la ville du Cap, qui est une ville très développée, qui ressemble un peu à l'Europe, d'ailleurs, et où on peut y voir une vie nocturne, on peut aussi y voir des marchés, et il y a toute la nature autour avec la Table Mountain, avec le Cap de Bonne-Espérance. C'est vraiment une ville entre océan et montagne, où on peut combiner nature, gastronomie, culture et adrénaline avec toutes les activités disponibles sur place. Et on peut trouver des hébergements pour tous les budgets. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une voiture pour visiter la ville. On peut prendre des Uber, ça coûte vraiment pas cher sur place, ou on peut faire des visites guidées
dans la ville. Et juste à côté, on a ce qu'on appelle la route des jardins, donc entre Cape Town et Port Elizabeth, tout le long de l'océan. Et c'est ici qu'on peut trouver des vignobles. C'est sur 800 km de côte, le long de l'océan Atlantique. On peut y voir des paysages vallonnés, des parcs animaliers avec des réserves privées du côté du Cap oriental, ou encore des étendues désertiques ou des villes charmantes comme Naïsna et Plettenberg, qui sont plutôt des villes balnéaires ou pour les surfeurs. Et c'est ici aussi qu'on peut trouver énormément de vignobles comme Stellenbosch, Franschhoek, etc. Ensuite, si on remonte un petit peu du côté est, là on arrive sur la ville de Durban, et donc c'est ici que se trouve la région du KwaZulu-Natal. Là, c'est beaucoup plus sauvage. C'est le meilleur endroit pour découvrir les traditions et la culture zoulou. C'est une région qui est pleine de contrastes entre la savane aride, les chaînes de montagnes du Drakensberg ou encore les plages de surf de Durban. Et vous pourrez aussi découvrir une gastronomie locale qui est influencée par les origines indiennes et malaisiennes des communautés qui vivent dans cette région. Et ensuite, si on monte un petit peu plus haut, on arrive évidemment à Johannesburg et Pretoria qui est la capitale. Johannesburg, c'est la ville la plus grande d'Afrique du Sud avec une empreinte historique importante liée à l'apartheid. Et ici, dans cette ville-là, il est préférable de séjourner dans les quartiers de Sandton et Melrose Ark. Ce sont les plus touristiques et les plus résidentiels. Et 2 nuits suffisent pour visiter les lieux incontournables de la ville, puisqu'en général, les clients, après, ils se dirigent vers les réserves privées et le parc Kruger. Et d'ailleurs, en parlant du parc Kruger, c'est une des plus grandes réserves animalières d'Afrique où on peut trouver les Big Five. Et il y a de nombreuses réserves privées à l'extérieur du parc. Alors, le parc Kruger, c'est un parc national. Et la différence entre un parc national et les réserves privées, c'est notamment lors des safaris. Les rangers n'ont pas le droit de faire du hors-piste dans les parcs nationaux, alors que dans les réserves privées, ils ont le droit uniquement pour les Big Five. Donc, imaginons, vous faites un safari et vous voyez un rhinocéros à 400 mètres derrière les arbres. Dans une réserve privée, le ranger a le droit de faire du hors-piste pour s'approcher un petit peu, évidemment en toute sécurité, pour que vous puissiez prendre des photos du rhinocéros, alors que si vous êtes au parc Kruger, vous ne pouvez pas faire de hors-piste. Donc, si le rhinocéros est à 400 mètres derrière les arbres, vous le verrez que de cette façon-là. Voilà un petit peu pour la différence. Et il y a une chose à savoir concernant les safaris dans les réserves. Il vaut mieux le réserver en pension complète. Déjà parce qu'il n'y a pas forcément de restaurant dans les réserves. Une fois que vous êtes arrivé au lodge, en général, vous restez au lodge. Vous sortez uniquement pour faire les safaris, et quand vous réservez en pension complète le lodge, vous avez 2 safaris inclus par jour, un le matin et un le soir. Et ce sont des safaris qui sont gérés par les lodges. Donc, vous partez avec les rangers qui logent dans le lodge. Ensuite, les points forts de la destination, donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment un mix entre nature, culture, histoire et paysage. Il y a une culture riche en Afrique du Sud parce que c'est une destination qui est encore marquée par l'apartheid. L'apartheid a connu sa fin en 1990, donc c'est assez récent. On peut aussi visiter la prison de Robben Island, c'est une des prisons de Nelson Mandela. On peut découvrir le street art au Cap. Pareil, c'est aussi historique, tout ce qui se passe là-bas. Les habitants du Cap racontent leur histoire sur les murs de leur ville. Et on peut aussi évidemment visiter le musée de l'apartheid à Johannesburg. On peut aussi découvrir une diversité de paysages, donc le plus grand canyon vert du monde avec la Blythe River Canyon, la savane sauvage du parc Kruger et des réserves, ou encore les vignobles du côté du Cap. On peut aussi y faire des rencontres mémorables avec les Big Seven, mais aussi la population locale qui est très ouverte et qui aime partager sa culture et son histoire. C'est une destination idéale pour un safari en famille. C'est une destination avec des infrastructures qui sont assez adaptées en termes d'hôtellerie, avec un large choix de gamme et forcément de budget. C'est une destination africaine qui est accessible financièrement parce qu'on peut l'adapter en fonction des budgets des clients. Et c'est aussi une destination agréable parce que le climat y est assez agréable toute l'année. Il faut savoir que les saisons sont inversées par rapport à nous. Donc, quand chez nous, c'est l'été, chez eux, c'est l'hiver. Et inversement.
Et les routes sont en très bon état. C'est une destination qui est assez développée, donc les routes sont en bon état, sauf évidemment dans les réserves ou dans les parcs, parce que là, c'est la nature qui prend le dessus. Mais sinon, dans les grandes villes, les routes sont en bon état. C'est idéal pour un autotour. Il faut juste savoir qu'en Afrique du Sud, il y a énormément de coupures d'électricité. Alors, c'est des coupures d'électricité qui sont programmées. Donc, les habitants, les locaux sont habitués, ils vivent avec. Ils savent que, par exemple, de 19h à 21h, dans tel quartier, il y aura une coupure d'électricité. Et ça coupe aussi l'électricité pour les feux de circulation. Mais encore une fois, vraiment, les Sud-Africains sont très résilients, ils sont habitués, ils vivent avec. Et ils ont développé un mécanisme qui devient très logique. C'est le premier qui passe, le premier qui avance passe. Ils sont très civilisés là-dessus. Ça peut être surprenant pour un Français, mais ça marche très bien en Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud, quand et pour qui? Alors, comme je disais, il y a un climat agréable toute l'année. Il y a une saison estivale de novembre à avril. C'est la meilleure saison pour y voyager. Et il y a aussi une saison hivernale de mai à octobre. Alors, il faut savoir que l'hiver en Afrique du Sud, c'est pas l'hiver en France. Il fait pas aussi froid qu'ici. C'est juste que dans la région du Cap, par exemple, il y a beaucoup de vent, mais la température se situe entre 10 et 15 degrés. Ce qui est important à savoir, c'est pour l'observation des baleines. Elles sont là que de juin à décembre. Après, c'est aussi au petit bonheur la chance pour les voir. Les safaris, la meilleure période pour en faire se situe entre juillet et novembre, mais ça n'empêche pas d'en faire tout le reste de l'année. Les animaux sont toujours là. Et pour avoir un voyage au meilleur rapport qualité-prix, il est préférable de partir entre septembre et novembre. Pour qui? Alors, un voyage en Afrique du Sud, ça s'adresse aux familles, pour les personnes qui font un premier voyage en Afrique et évidemment pour les amoureux des safaris et des grands espaces. Alors, chez nous, nos 4 itinéraires coup de cœur qui sont disponibles sur notre plateforme, on a d'abord l'incontournable de l'Afrique du Sud. C'est les basiques. Ensuite, on a la route des jardins où on visite tous les vignobles et toute la côte jusqu'à Port-Elizabeth. On a l'itinéraire sur la terre des Zoulous où là, on va dans le KwaZulu-Natal et on fait du safari et on découvre la culture zoulou. Et on a aussi un template découverte du Cap, où là, vous passez une semaine à faire énormément d'activités dans une des plus grandes villes d'Afrique. En termes de formalités et vie pratique, évidemment, pour aller en Afrique du Sud, il faut un passeport en cours de validité, pas besoin de visa. Il est fortement conseillé d'avoir un permis de conduire international pour les locations de véhicules. Et concernant le Covid et les vaccins, il n'y a aucune restriction et aucun vaccin obligatoire. Pour le décalage horaire, il n'y a pas de décalage horaire en été et 1 heure de plus en hiver. Le temps de vol de Paris jusqu'au Cap ou Johannesburg, en vol direct, c'est à peu près 11 heures. Il y a plusieurs compagnies qui relient la France à l'Afrique du Sud, donc Air France, Lufthansa, Swiss, Qatar, Turkish. La monnaie locale, c'est le rand. Et un budget moyen par personne pour 8 jours en Afrique du Sud, il faut compter plus ou moins 1 800 €. Ensuite, la Tanzanie. Alors là, on va dans un pays qui est complètement différent. Vous entendrez souvent le Hakuna Matata Rafiki, ça veut dire pas de souci, mon ami. Vraiment, en Tanzanie, tout est simple. C'est une destination paradisiaque pour les safaris, mais aussi pour se détendre sur une plage de sable blanc, avec l'eau turquoise de l'océan Indien, la savane dans les parcs du Nord, les plaines inondables dans les parcs du Sud de la Tanzanie, ou encore le mont Kilimandjaro, qui est le sommet de l'Afrique. Il faut savoir aussi que la Tanzanie, elle est recouverte à 50% par des réserves naturelles. Donc, c'est vraiment la nature avant tout. En termes de géographie, la Tanzanie, elle se situe en Afrique de l'Est. Sa capitale, c'est Dodoma, donc elle est au centre du pays. Et comme on peut voir, il y a 3 zones principales en Tanzanie. Ce sont les parcs du Nord, globalement, qui sont très touristiques et qui sont très visités par les Français. Donc c'est une arrivée à Arusha, c'est la dernière ville avant d'arriver vers les parcs du Nord. Ça se fait facilement avec un guide et une location de voiture, mais il ne faut pas que ça soit les clients qui conduisent, il faut vraiment qu'ils soient accompagnés par un guide expérimenté. Autant l'Afrique du Sud, on peut le faire en autotour, autant la Tanzanie, c'est vraiment rédhibitoire. Je vous le déconseille fortement. Et ensuite, donc, on a les 3 grands parcs les plus connus vers le nord, qui sont Tarangire,
Ngorongoro et le Serengeti. Alors le Serengeti, c'est un des parcs les plus mythiques de la Tanzanie. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses plaines infinies. Et c'est l'endroit avec la plus grande densité d'animaux sauvages de la planète. Donc là, si vous voulez voir des animaux de la savane, c'est vraiment un endroit parfait. Et on a aussi le cratère du Ngorongoro, qui est la plus grande caldeira du monde. Donc là, vous faites un safari avec des grandes parois de plus de 250 mètres de haut tout autour de vous. C'est assez incroyable comme sensation. Et ensuite, si vous allez vers le sud de la Tanzanie, là, vous avez les parcs du sud, qui sont beaucoup plus sauvages et beaucoup moins touristiques que le nord, et qui sont aussi très, très jolis à voir, où vous verrez aussi les mêmes animaux. Et enfin, vous avez Zanzibar, donc l'île aux épices, et ses fameuses plages de sable blanc et ses fonds marins. Elle est située au croisement entre l'Asie et l'Afrique, où se mêlent les influences indiennes, arabes, africaines et européennes, évidemment. Alors, les points forts de la destination, c'est une destination de choix pour les safaris. En Tanzanie, il y a 14 parcs nationaux. C'est un des pays où il y a le plus de parcs nationaux en Afrique. Il y a une faune terrestre et marine assez riche dans les parcs les plus mythiques d'Afrique. On peut aussi y voir des paysages uniques et variés, avec une nature inégalée, que ce soit de la savane jusqu'aux plaines inondables ou encore les plages de sable blanc. On peut aussi y trouver des touristes sportifs pour les plus courageux pour faire l'ascension du mont Kilimandjaro. L'île aux épices, évidemment, pour la partie balnéaire. Et c'est aussi une destination avec une identité culturelle très développée, puisqu'il y a plus de 120 tribus en Tanzanie, dont la tribu Maasai, qui est assez connue. Et on peut aussi vivre au rythme de la musique. Il y a énormément de musique dans ce pays. C'est un voyage qu'il faut absolument faire accompagné d'un chauffeur guide expérimenté, comme je disais. Et c'est aussi un voyage qui permet de découvrir certains hébergements assez originaux, comme des camps les plus simples dans la savane africaine ou encore les lodges les plus luxueux. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, c'est la population qui est assez chaleureuse et accueillante sur place. Ils sont vraiment dans le partage, ils aiment aussi beaucoup, ils sont curieux de la culture des autres et ils aiment partager leur culture, leur propre culture. Pour quand et pour qui? Alors la Tanzanie, il y a 2 saisons. La saison sèche, de mai à octobre, c'est la meilleure période pour visiter le pays. Et il y a aussi la saison des pluies, de novembre à avril, où là, c'est plutôt une météo avec des grosses chaleurs et des risques de pluie intenses. Alors les choses à savoir, c'est que en juillet, il y a la grande migration qui se fait. Les animaux migrent du parc du Serengeti vers le Masai Mara, au Kenya. Et donc, c'est ce qu'on appelle la grande migration, où tous les herbivores quittent les plaines du Serengeti pour chercher de l'eau du côté du Masai Mara. Et ça a lieu en juillet. Et donc, pour les safaris, les meilleures périodes, ça sera plutôt de mai à août. Et pour la partie balnéaire, la meilleure période pour s'y rendre, ça sera de juin à octobre. Évidemment, ça n'empêche pas d'y aller le reste de l'année. C'est juste que ce sont les meilleures périodes pour profiter. Et ensuite, pour qui? Pour les couples, évidemment, pour les sportifs et amateurs de grands espaces, et aussi pour les amoureux de la vie sauvage et de la culture africaine. Alors, sur notre site, vous pourrez trouver plusieurs itinéraires, mais ces 3-là sont nos coups de cœur. Le premier, c'est la découverte de la Tanzanie et Zanzibar. Alors ça, c'est un indispensable. C'est pour les personnes qui veulent découvrir la destination et pour la première fois, où là, ils visitent du coup les parcs du Nord. Puis, après avoir fait une bonne semaine de safari, ils rejoignent l'île de Zanzibar pour se reposer un petit peu avant de rentrer en France. Ensuite, on a les parcs mythiques d'Afrique de l'Est. Alors là, c'est un combiné Kenya-Tanzanie où vous passez la frontière terrestre entre les 2 pays. Et là, ça sera full safari en 12 jours. Et le dernier itinéraire coup de cœur, c'est sur les terres sauvages du sud tanzanien. Bon, donc, comme son nom l'indique, vous visiterez les parcs mythiques du sud de la Tanzanie, qui sont beaucoup plus sauvages, en 9 jours. Les formalités, alors pour aller en Tanzanie, il faut évidemment un passeport en cours de validité. Il faut aussi un visa électronique. Alors, on peut le faire avant de partir sur le site internet. Il coûte $50. C'est assez simple à faire. Ou sinon, c'est aussi possible de le faire sur place en arrivant, mais il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, c'est très long, et vous perdez du coup du temps sur place.
Donc, moi, je recommande plutôt de le faire en avance. Ensuite, concernant les infos Covid, il n'y a pas de restriction. Tout est levé. Et concernant les vaccins, alors ils sont assez ambigus sur l'obligation du vaccin contre la fièvre jaune. Mais quand j'y suis allée, moi, ils m'ont demandé mon petit carnet jaune pour vérifier que j'étais vaccinée. Donc, moi, je recommande de le faire. Après, c'est écrit nulle part que c'est obligatoire, mais sur place, ils le demandent. Donc, c'est mieux de l'avoir. Et ensuite, il est aussi recommandé de prendre un traitement antipaludéen, un vaccin contre l'hépatite et la typhoïde. Ça, c'est au bon vouloir de chacun, parce que c'est recommandé, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc ça, c'est chacun fait comme bon lui semble. Et ensuite, concernant les décalages horaires, on a 1 heure de plus l'été et 2 heures de plus en hiver. Le temps de vol entre Paris et Kilimandjaro, qui est l'aéroport le plus près des parcs du Nord, c'est 11 heures, mais ça dépend du temps d'escale. Et un vol direct Paris-Zanzibar, c'est 9 heures. Les principales compagnies aériennes qui lient la France à la Tanzanie sont Air France, Ethiopian, Qatar, Kenyan Airways et Turkish. Et les principaux aéroports, il y en a 3. Le Kilimandjaro, qui permet de rejoindre facilement les parcs du Nord, l'aéroport de Zanzibar pour Zanzibar et l'aéroport de Dar es Salaam pour les parcs du Sud. La monnaie locale, c'est le shilling tanzanien. Et en moyenne, pour 8 jours en Tanzanie, il faut compter un budget moyen par personne de plus ou moins 3 000 €. Vol inclus. Et enfin, la dernière destination que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la Namibie. Alors la Namibie, c'est des paysages à l'infini. Clairement, c'est pour tous les amoureux des paysages et des environnements un peu arides et hostiles. C'est une destination incroyable pour les yeux. Il y a très peu de personnes qui vont là-bas. Et c'est une destination où il y a 2 déserts, donc le désert du Namib et le désert du Kalahari. On a aussi le parc national d'Etosha pour les safaris. Il y a vraiment de quoi en prendre plein les yeux. C'est un voyage qui promet de belles rencontres et une expérience inoubliable en milieu sauvage. Alors en termes de géographie, la Namibie, elle se situe en Afrique australe à l'ouest, donc sur la côte atlantique. Pour un voyage en Namibie, on commencera par la capitale qui est Windhoek, qui est assez centrale dans le pays. Et comme vous pouvez le voir, les points d'intérêt sont assez éparpillés dans le pays. Et il faut savoir que la Namibie, c'est beaucoup plus grand que la France. Donc il faut aussi prendre en compte les distances entre les points. C'est une destination idéale pour un autotour. Ça se fait très facilement. Donc en général, les itinéraires commencent à Windhoek, puisque c'est l'aéroport international. Et ensuite, on peut monter vers le nord, rejoindre Otjiwarongo, c'est un endroit spécial pour les guépards. Et ensuite, le parc d'Etosha, où là, évidemment, on peut faire des safaris. Puis sur la gauche, vers Opuwo, on a toute cette région qui s'appelle le Damaraland. Et là, c'est plutôt des terres rouges avec des peuples et des tribus qui vivent encore là-bas. On a ensuite la Skeleton Coast, qui est connue pour toute la côte atlantique, avec des carcasses de bateaux qui sont échoués. Et puis ensuite, si on descend un peu, on arrive vers Swakopmund, qui est une ville balnéaire. Alors, c'est pas balnéaire comme Zanzibar, pas du tout, parce que ça reste quand même l'océan Atlantique. C'est une ville balnéaire dans le sens où on est au bord de l'océan et tout tourne autour de l'océan. C'est une ville avec une architecture allemande, parce que la Namibie était une ancienne colonie allemande. Ensuite, vous avez le désert du Namib, qui a donné le nom au pays Namibie. Et puis, si vous descendez vers le sud, quasiment à la frontière avec l'Afrique du Sud, là, on arrive au Fish River Canyon. C'est le second plus grand canyon du monde après celui du Colorado. Et là, pareil, vous verrez des paysages assez époustouflants. Et si on remonte un petit peu sur la droite, on arrive dans le désert du Kalahari. C'est un désert qui est en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud. Et là, c'est plutôt un désert rocheux et aride. Alors, les points forts de la destination. La Namibie, c'est une destination de choix, évidemment, pour les paysages, que ce soit pour les déserts, pour les villes à l'atmosphère un peu germanique, les canyons ou encore l'océan Atlantique. Il y a une faune terrestre assez riche qui a réussi à s'adapter aux environnements les plus arides d'Afrique, puisque
Vous pourrez trouver des girafes, des éléphants, des lions, des zèbres qui sont adaptés à l'environnement assez sec du pays. Il y a aussi une identité culturelle qui est assez forte de par son passé colonial. Donc, c'était une ancienne colonie allemande et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été rattaché à l'Afrique du Sud par les Anglais. Et c'est aussi un pays qui a connu l'apartheid, c'est à moindre effet que l'Afrique du Sud, mais il y a aussi eu l'apartheid en Namibie. Et il y a aussi la présence des tribus comme la tribu Inba qui est connue pour sa peau rouge et qui vivent du côté du Damaraland, donc au nord-ouest du pays. C'est une destination qui est très adaptée pour les autotours parce que c'est le deuxième pays à la densité de population la plus faible du monde. Donc vous pouvez faire des kilomètres sans croiser personne. C'est vraiment une destination assez exclusive pour ça. C'est l'opposé du tourisme de masse. Et puis même les infrastructures sur place sont faites en sorte d'éviter le tourisme de masse. Ce sont des petits lodges avec des grands espaces et c'est très familial. On peut aussi trouver des hébergements assez originaux. Donc, comme je disais, en Tanzanie, ça peut être des camps les plus simples jusqu'aux lodges les plus luxueux. Ça, c'est pareil, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Mais c'est aussi une destination qu'on peut visiter avec un véhicule, avec une tente sur le toit. Donc, évidemment, il ne faut pas ouvrir sa tente n'importe où. On ne fait pas du tout de camping sauvage en Namibie. Pour faire ça, il faut prendre des emplacements de véhicules dans les lodges. Il y a énormément de lodges et de camps qui proposent ça, parce que c'est un mode d'hébergement qui est assez développé pour les touristes. Donc, vous pouvez stationner dans les lodges ou les campements et ouvrir votre tente et dormir là. Voilà, pour la Namibie. Ensuite, pour qui et quand? Alors, c'est un climat désertique, comme je disais. Il y a 3 saisons là-bas. La saison sèche, d'avril à septembre, avec des températures de environ 4 à 22 degrés. C'est la meilleure période pour les safaris. Il y a la saison chaude, d'octobre à décembre, où là, il fait plus chaud, avec des températures pouvant aller jusqu'à 32 degrés. Et ensuite, il y a la saison humide, de janvier à mars, avec des forts risques de pluie et des températures élevées aussi. Et là, c'est plus un temps orageux, on va dire. Pour qui? Alors, c'est pour les couples, pour les familles aussi, évidemment, pour les amateurs de paysages à couper le souffle, pour les clients qui souhaitent partir dans une destination sans croiser personne, c'est faisable. Et c'est aussi une destination adaptée pour les amoureux de la faune africaine. Alors, en termes d'itinéraire sur notre plateforme, vous pourrez trouver les essentiels de la Namibie. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment les basiques, où là, vous partez de Windhoek, vous louez votre voiture à Windhoek et vous allez vers le désert du Namib, Swakopmund et l'océan Atlantique. Vous remontez jusqu'au Damaraland pour rencontrer le peuple Imba. Ensuite, vous allez jusqu'au parc d'Etosha pour faire un safari et vous revenez à la capitale. Tout ça en 10 jours. Ensuite, vous avez l'incontournable de la Namibie en 14 jours. Donc là, c'est un peu plus complet. Et là, vous partez de Windhoek et vous montez vers le nord. Donc, vous commencez par Otjiwarongo et Etosha. Puis ensuite, vous allez dans le Damaraland pour voir le peuple Imba. Vous redescendez jusqu'à Swakopmund, le désert du Namib, le désert du Kalahari. Et c'est bien de le faire dans ce sens-là parce qu'on voit vraiment le contraste entre les deux déserts. Le désert du Namib qui est vraiment un désert avec des dunes, comme on peut l'entendre, et le désert du Kalahari qui est beaucoup plus rocheux. Et ensuite, vous remontez vers Windhoek. Et enfin, le dernier itinéraire coup de cœur, c'est la Namibie grandeur nature. Où là, vous commencez aussi à Windhoek, vous prenez votre voiture, vous descendez dans le désert du Kalahari, vous descendez ensuite jusqu'au Fish River Canyon. Vous remontez par Os, c'est la ville où il y a beaucoup de chevaux sauvages. Ensuite, vous remontez encore jusqu'au désert du Namib, Swakopmund, et vous repartez à Windhoek pour rentrer en France. Et évidemment, tous ces itinéraires sont adaptables. Si jamais vous voulez modifier une étape, rajouter une nuit, enlever une nuit, rajouter une étape supplémentaire, c'est faisable. En termes de formalités et vie pratique, évidemment, pour aller en Namibie, il faut un passeport en cours de validité, pas besoin de visa, pas de restrictions liées au Covid, pas besoin de vaccin. La seule chose qui est très fortement recommandée, c'est d'avoir un permis de conduire international, puisque ça facilite la location de voitures. Et en termes de langue officielle, alors, ils parlent anglais, mais seulement 7% de la population parle anglais en Namibie. Sinon, les langues qui sont parlées, ce sont l'afrikaans et l'allemand. Il y a un décalage horaire de plus d'1 heure en été et c'est la même heure en hiver.
Il y a un temps de vol de Paris à Windhoek de plus ou moins 12 heures, selon le temps d'escale. Les principales compagnies aériennes qui relient la France à la Namibie sont Air France et Lufthansa. Et la monnaie locale, c'est le dollar namibien. Et enfin, pour aller en Namibie, pour 10 jours, alors je pars d'une base de 10 jours parce que moins de 10 jours, c'est vraiment trop court, je trouve, pour pouvoir profiter de la destination, vu les distances entre les étapes. Il faut compter à peu près 4 000 € par personne, vol inclus. Voilà pour cette présentation. Je voulais finir cette présentation par un proverbe africain qui dit que là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée à tous!